Il y a des dates qui ne se gravent pas seulement dans le calendrier mais directement dans âme. Pour moi, le 15 mars est devenu la cicatrice d'une existence passée sous silence. Était le jour où nous devions écouter le dernier mot de Georges, mon père, dans le cadre solennel d'une étude notariale à l'ancienne, enveloppée d'un lourd parfum de cire et de cuir. Mon père avait bâti un empire dans le transport maritime, une fortune colossale qui assurait aux nôtres un confort indécent. Mais il avait toujours eu une habitude particulière, celle de valoriser les apparences bien plus que les liens du sang. Notre histoire familiale était une façade d'opulence masquant des années de mépris, orchestrée principalement par ma sœur, Patricia. Patricia était l'héritière naturelle dans l'esprit de tous ceux qui nous entouraient. Belle, mariée à un avocat influent, elle incarnait la perfection de la lignée que mon père avait rêvé de créer. Et moi, j'y étais l'ombre, la fille qui n'avait pas su saisir sa chance. Ou, elle, éternelle assistante discrète dans une vie où seul le spectaculaire était célébré. J'avais accepté ce rôle pendant trop longtemps, me contentant des miettes d'attention que George me jetait occasionnellement. Mais cette docilité avait un prix, une douleur invisible qui, si ça, était accumulée, année après année, nourrie par les humiliations quotidiennes et les sarcasmes à peine voilés de Patricia. Nous étions deux sœurs, mais nous étions surtout deux mondes. L'un destiné à briller, l'autre condamné à éteindre. Et je savais, au plus profond de moi, que ce testament n'allait pas redistribuer la fortune, il allait entériner un déséquilibre qui durait depuis toujours, me laissant à la merci de la cruauté de Patricia. Le poids de cette certitude était presque insoutenable, alors que je m'avançais vers la salle de lecture. Ce N était pas seulement la fortune qui était en jeu, Seik était ma dignité. Pendant des décennies, Patricia avait agi comme la gardienne autoproclamée de l'honneur familial et, par extension, comme ma geôlière émotionnelle. Elle excellait dans l'art de l'humiliation subtile. Un regard désapprobateur lors d'un dîner, une remarque à voix basse sur mes choix de carrière moins prestigieux, ou pire encore cette capacité à me rendre invisible en présence de mon père. George, aveuglé par le succès éclatant et la prestance de Patricia, laissait faire, souvent sans s'en rendre compte, parfois avec une forme de consentement silencieux qui me blessait plus que tout. J était sa fille, mais je était pas son héritière spirituelle. J était l'enfant qui avait choisi une vie plus simple, loin des projecteurs de son monde élitiste, un choix que Patricia interprétait comme une faiblesse incurable. Chaque fois que j'essayais de m'affirmer, elle brandissait l'âle, étendard de ma prétendue incompétence financière ou de mon manque d'ambition. La douleur était devenue une compagne silencieuse, une seconde peau. J'avais appris à avaler les larmes, à sourire de force pendant les réunions de famille, tout en sentant les regards condescendants glisser sur moi. J'avais souvent rêvé d'un moment où la vérité éclaterait, où le voile de sa fausse perfection s'effondrerait. Un moment où ceux qui nous entouraient verraient enfin le monstre que ma sœur cachait sous ses tailleurs Chanel impeccables. Mais jusqu'à présent j'avais gardé cette souffrance pour moi, en secret. Mon père, Georges, était un homme d'affaires redoutable. Dans sa tête, l'affection se mesurait à l'aune de la réussite. Bien qu'il m'ait aimé, son amour était intrinsèquement lié à des conditions que je ne pouvais ou ne voulais pas remplir. Il me voyait comme une œuvre inachevée, tandis que Patricia était son chéide, œuvre. Pourtant, dans les moments de solitude, loin des dîners officiels et des attentes sociales, il y avait eu des lueurs. Je me souviens d'une fois, pendant les vacances d'été, où il m'avait montré comment naviguer sur son vieux voilier, partageant un silence apaisant que nous n'avions jamais trouvé à terre. Ces moments rares, fugaces, étaient ma bouée de sauvetage. Il me rappelait que derrière le magnat-dur se cachait un homme qui, peut-être, se sentait seul. Malheureusement, dès que Patricia réapparaissait, le mur se reformait. Elle avait le don de se positionner comme la seule à pouvoir gérer l'héritage, le seul cerveau fiable pour poursuivre l'as, œuvre de Georges. Elle passait son temps à lui mettre en tête que Jégui était trop sensible ou rêveuse pour gérer quoi que ce soit de concret. Pendant les dernières années de sa vie, alors que sa santé déclinait, J était la seule à être là jour et nuit. Je prenais soin de lui, loin des yeux curieux, m'assurant de son confort, sans jamais attendre de reconnaissance. Patricia, elle, passait en coup de vent, pour des visites éclairs, toujours chronométrées pour coïncider avec les heures de visite de l'infirmière en chef ou des associés importants. Elle veillait à ce que chacun voie sa dévotion superficielle, tout en me laissant la charge des tâches ingrates. Cette hypocrisie, cette répartition injuste des rôles, renforçait ma conviction que la lecture du testament serait une mise en scène, une dernière démonstration publique de la supériorité de Patricia. Il y a un peu plus d'1 an, George a été diagnostiqué avec une maladie neurologique progressive. C'est à ce moment précis que les masques sont tombés. Patricia, voyant l'urgence de sécuriser sa part, a intensifié ses efforts pour même écarter complètement. Elle a commencé par des pressions subtiles. Changer les serrures de la maison de campagne. S'assurer que tous les conseillers financiers ne me parlent qu'à travers elle. Mais la subtilité a vite cédé la place à l'agression directe. Elle prétendait que je n'étais pas apte à gérer la moindre partie de la fortune, pas même la maison de ma mère, une propriété qui avait une immense valeur sentimentale pour moi. Tu dilapideras tout, Jeanne, tu as toujours été irresponsable. Ah, m'avait-elle craché un soir au téléphone. Ces attaques étaient pas nouvelles, mais elles prenaient une autre dimension.
celle du chantage pur et simple. Patricia était convaincue que George, dans sa faiblesse, lui avait déjà tout promis. Elle ne voulait laisser aucune chance à une dernière impulsion sentimentale de mon père en ma faveur. Sa pression montait, me sommant de signer des documents provisoires, renonçant à mes droits futurs en échange d'une petite allocation mensuelle, ce qu'elle appelait une aumône pour la fille perdue. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement motivée par l'argent, mais par le besoin viscéral de me voir m'incliner devant sa toute-puissance. Cette soif de contrôle, cette joie qu'elle tirait de mon désarroi, Minet, était la preuve de sa malveillance profonde. L'apogée de sa manipulation a eu lieu 2 mois avant le décès de George. Mon père était très affaibli. Mais il avait eu une rémission inattendue. Un moment de clarté, où il m'avait demandé de lui parler de mes rêves, de ma vie. Était un signe, une tentative tardive de se reconnecter. Patricia l'a immédiatement senti. Elle est intervenue brutalement, exigeant une rencontre avec moi, seule, dans le bureau de l'entreprise. « Je sais ce que tu manigances, Jeanne. » Lou, a-t-elle commencé, son ton tranchant comme du verre brisé. « Tu crois que tes petites heures de charité vont influencer papa? Il a déjà tout réglé. Mais si, par malheur, il t'a laissé quelque chose d'important, tu devras le rendre. » Elle a alors révélé qu'elle détenait des informations sur une ancienne affaire de famille délicate concernant mon défunt mari. Une affaire qui, si elle était rendue publique, aurait pu nuire à ma réputation et, plus important encore, à la stabilité financière de ma fille. Elle n'a pas hésité à utiliser ma famille comme levier. « Si tu refuses de signer les renonciations, je veillerai à ce que tout le monde, y compris ta fille chérie, découvre la vérité sur ton passé. Tu perdras tout, y compris le respect de celle que tu aimes. » Était plus qu'une menace, était un coup de poignard. En sortant de cette confrontation, je tremblais, réalisant à quel point elle était allée loin dans sa cruauté. Était face à un ultimatum insoutenable. La menace de Patricia m'a terrifiée, mais elle a aussi déclenché en moi une résolution inattendue. Était plus la petite sœur craintive. Était une mère protégeant son enfant. Je savais que si je cédais maintenant, Patricia continuerait de me tourmenter à ma mort. Je devais trouver un moyen de la neutraliser, de la stopper dans son élan destructeur. Mais comment? Elle était si puissante, si bien protégée par son statut social. La seule arme que j'avais, était la vérité. Et pour que la vérité ait un poids, elle devait être enregistrée, documentée. C'est à cet instant précis que l'idée d'une preuve secrète a germé. Je devais la piéger. Je devais la forcer à répéter ses menaces, à exposer son chantage horrible d'une manière indéniable. L'idée me glaçait le sang, car jouer à ce jeu de l'ombre était aux antipodes de ma nature. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Était ma seule porte de sortie pour garantir ma survie émotionnelle et la sécurité de ma fille. J'ai passé les jours suivants à préparer mon plan, fouillant un vieux tiroir pour retrouver un petit enregistreur vocal numérique, un objet que j'avais acheté pour enregistrer mes notes de conférence des années auparavant. Je devais m'assurer que le son serait clair, que chaque mot menaçant de Patricia serait capturé avec précision. J'ai organisé un nouveau rendez-vous avec Patricia, prétextant que était prête à discuter des termes de sa proposition de renonciation. Je l'ai rencontrée dans un café discret, loin des oreilles indiscrètes. Mon cœur battait la chamade, mes mains étaient moites, et l'enregistreur, que j'avais glissé en secret dans la poche intérieure de mon manteau, semblait peser 1 tonne. J'ai commencé la conversation de manière innocente, lui demandant de accent aigu, expliquer les conséquences si je refusais. Elle est immédiatement tombée dans le piège. Se croyant en terrain conquis, certaine de ma défaite, elle a relâché toute sa retenue. Pendant près de 20 minutes, j'ai écouté la voix glaciale de ma sœur détailler son plan machiavélique. Elle a non seulement répété la menace d'exposer les secrets de mon défunt mari, mais elle a aussi admis que son but ultime était pas seulement de m'empêcher d'hériter, mais de s'assurer que je resterais à jamais sous sa coupe, dépendante de sa générosité. Tu n'es rien sans l'argent de George, Jeanne, et tu resteras ma petite souris jusqu'à la fin de tes jours. Signe, ou tu te brûleras les ailes, et ce sera de ta faute. Chaque phrase était une preuve accablante de sa cruauté calculée. Lorsque j'ai quitté le café, j'avais l'enregistrement. J'avais enfin, en secret, l'arme que j'attendais depuis des années. La preuve de son horrible chantage. J'ai immédiatement sauvegardé le fichier sur plusieurs supports, le cachant méticuleusement. Était ma vérité, invisible pour le monde, mais tangible pour moi. Quelques semaines plus tard, George est décédé paisiblement. Le deuil a été aussi froid et public que le reste de sa vie. Patricia a organisé des funérailles somptueuses, transformant l'événement en une démonstration ostentatoire de tristesse et de pouvoir. Elle se tenait droite, vêtue d'un noir impeccable, recevant les condoléances comme une reine en deuil, s'assurant que la presse locale capture chaque larme parfaitement placée. Moi, je restais en retrait, véritablement en deuil, pour l'homme imparfait qui avait été mon père. Mon chagrin était honnête, silencieux, dénué de toute mise en scène. Mais même à ce moment sacré, Patricia n'a pu s'empêcher de m'humilier. Elle a écarté une connaissance qui s'approchait de moi pour me consoler, lui murmurant avec un air de fausse compassion. « Laisse-la, elle est fragile. Elle ne gère pas bien les émotions. » Elle m'avait encore une fois réduite à une entité faible et dérangée. Mais cette fois, l'humiliation n'a pas eu l'effet habituel.
Elle m'a traversé sans s'ancrer, car je savais désormais ce que je détenais. Ce N était pas le moment. Je devais attendre le lieu et le moment parfait, là où l'impact serait maximal. Je ne cherchais pas seulement la justice pour moi-même, je cherchais la destruction publique de sa façade. 15 jours après les obsèques, une lettre officielle du notaire, Maître Leroux, est arrivée. Elle était rédigée dans un langage juridique froid, nous invitant, Patricia, moi, et les 3 administrateurs principaux de l'entreprise, à la lecture du testament. Ce rendez-vous était la ligne d'arrivée d'une course que je n'avais jamais voulu courir. Je savais que Patricia considérait cette lecture comme une simple formalité, une officialisation de sa suprématie. Elle devait déjà préparer son discours de remerciement. Mais pour moi, était le champ de bataille où j'allais me tenir enfin droite. Le jour J, je me suis préparée avec un calme étrange. Je n'ai pas choisi une tenue tapale, œil, j'ai opté pour une robe simple, anthracite, me fondant dans le décor. Exactement comme Patricia s'attendait à ce que je le fasse. Mon arme secrète était invisible, cachée dans un petit pendentif USB que je portais autour du cou. L'enregistrement était là, dormant, attendant être réveillé. En regardant mon reflet, je ne voyais plus la femme effacée, mais une guerrière en attente, prête à livrer le combat pour sa vérité. Elle, étude de Maître Leroux, était située dans un quartier huppé de la ville, un bâtiment ancien où chaque silence semblait chargé d'histoire et de secrets de famille. La salle de lecture était impressionnante. Un long bureau en acajou foncé, des murs recouverts de boiseries et une vue imprenable sur un jardin d'hiver. Était une mise en scène parfaite pour l'officialisation d'un héritage monumental. Patricia était déjà assise, évidemment. Elle occupait la place centrale, à la droite du notaire, rayonnante et sereine, comme si elle était déjà propriétaire des lieux. Elle m'a à peine jeté un regard, un petit rictus de pitié se dessinant sur ses lèvres fines. Les administrateurs de l'entreprise étaient là aussi, des hommes dits, âge mûr, austères, tous clairement acquis à la cause de Patricia. Je savais qu'ils la voyaient comme la continuité logique de Georges. Je me suis assise à l'autre bout de la table, me sentant terriblement seule. L'atmosphère était lourde, électrique, malgré le calme apparent. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Je devais rester forte, ignorer le regard triomphant de ma sœur et me concentrer sur le moment. Mon corps était immobile, mais mon esprit était en alerte maximale. J'attendais l'humiliation annoncée, sachant que ce serait le signal pour ma propre riposte. Maître Leroux, un homme à la voix grave et monocorde, a brisé le silence. Il a commencé par les formalités d'usage, le rappel des dates, l'authentification des signatures de Georges. Il parlait avec une neutralité professionnelle, mais je pouvais sentir l'énormité de ce qu'il était sur le point de révéler. Le testament avait été rédigé il y a 2 ans, puis révisé quelques mois avant la mort de mon père. Cette révision m'a donné un bref éclair d'espoir. Mais je me suis vite ravisée. Patricia n'aurait jamais laissé mon père changer d'avis sans raison valable. Et elle était là, calme, trop calme. Le notaire a ensuite commencé la lecture des legs spécifiques. Georges avait été précis, même dans les petites choses. Il y a eu des legs pour des employés de longue date, des donations à des œuvres caritatives. Puis, il est arrivé aux legs en faveur de Patricia, la collection de montres anciennes de Georges, son appartement à Paris. Patricia hochait légèrement la tête à chaque mention, un sourire figé d'assurance sur son visage. Elle buvait les paroles du notaire comme si elles étaient une symphonie jouée en son honneur exclusif. Le notaire a ensuite prononcé mon nom. Mon cœur a fait un bond, et tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti la pression. Maître Leroux a lu. À ma fille, Jeanne, je lègue la totalité des souvenirs et archives photographiques de famille, ainsi que la collection de livres rares hérités de sa mère, et mon vieux voilier, L, Évasion Sien. Était la confirmation de mon statut. La gardienne des souvenirs, la dépositaire de la nostalgie, mais certainement pas l'héritière du pouvoir. Ce N était que de la valeur sentimentale. Patricia n'a pas pu s'empêcher émettre un petit son moqueur, à peine audible, mais je l'ai entendu. Elle ne voyait là que des babioles inutiles. Les administrateurs échangeaient des regards qui disaient « Nous le savions, la pauvre Jeanne n'avait aucune chance. » J'ai serré les mains sous la table, ne laissant transparaître aucune émotion. J'avais reçu ce à quoi je m'attendais. L'amour conditionnel de mon père Isay était traduit par des objets qui ne valaient rien en termes monétaires, mais qui me rappelaient les quelques moments de sincérité que nous avions partagés. La véritable révélation, celle qui concernait la fortune, n'avait pas encore eu lieu. Je retenais mon souffle, attendant le coup de grâce financier. Le notaire est arrivé au cœur du testament, la répartition de l'entreprise et des actifs immobiliers majeurs. Il s'est éclairci la gorge, ce qui dans cet environnement silencieux sonnait comme un coup de tonnerre. Il a énuméré les propriétés, les comptes bancaires, les actions. La majeure partie, l'écrasante majorité, était léguée à Patricia. La formule utilisée était explicite. Ma fille Patricia recevra l'ensemble des participations dans l'entreprise familiale, incluant les immeubles de bureaux et les actifs liquides, en raison de sa connaissance approfondie des affaires et de sa capacité à assurer la pérennité de l'œuvre. Pour moi, une somme forfaitaire modeste, à peine suffisante pour payer mon hypothèque, clairement décrite comme un geste de bonne volonté.
était la sentence finale. Le notaire a conclu en mentionnant que cette répartition reflétait la volonté de Georges de sécuriser l'avenir de l'entreprise, validant implicitement l'idée que je n'en étais pas capable. Patricia a laissé échapper un soupir de satisfaction, un murmure de victoire. À cet instant, je n'y étais pas seulement déçu, j'y étais humilié. Non seulement j'y étais écarté de l'héritage, mais la raison invoquée par mon père, même si elle avait été soufflée par ma sœur, était un jugement public sur ma valeur personnelle. La lecture était terminée. Maître Leroux rangeait ses papiers, considérant la tâche accomplie. Le silence s'installait, un silence pesant qui était interrompu que par le grattement du stylo d'un administrateur prenant des notes. C'est à ce moment-là, dans le calme d'après-choc, que Patricia a décidé d'asséner le coup fatal. Elle s'est tournée vers moi, son sourire n'atteignant pas ses yeux, et a parlé assez fort pour que tout le monde entende, y compris le notaire. J'espère, Jeanne, que cette petite somme suffira à éviter de faire des bêtises. Tu as toujours eu besoin de l'aide de papa pour t'en sortir. Il a été très généreux de te donner l'évasion. Au moins, tu pourras échapper de ta vie banale si ça devient trop dur. Elle m'a humiliée, publiquement, devant les administrateurs et le notaire, en prétendant que je n'avais droit à rien d'autre que de la pitié et une voie de fuite. Elle me regardait avec un air de supériorité si écrasant que je sentis mes joues s'enflammer. La douleur accumulée pendant toutes ces années, toute la patience forcée, toute la souffrance invisible, a culminé dans cet instant précis. Mais contrairement à toutes les autres fois, la douleur n'a pas conduit à la capitulation. Elle a conduit à la colère froide. Je l'ai regardée droit dans les yeux, un calme terrifiant s'installant en moi. Elle avait fait son coup. Était mon tour. Je savais qu'elle pensait que je était vaincue, sans ressources. Elle ne se doutait pas que je gardais, en secret, l'enregistrement audio de son horrible chantage. Ce jour-là, elle allait apprendre que l'ombre avait aussi des griffes. CAPITRE 15, le poids du jugement, le temps s'est figé. Ma sœur, Patricia, respirait bruyamment, la poitrine bombée, jouissant de l'effet dévastateur de ses paroles. Elle venait de m'achever, non pas financièrement, mais moralement. Elle avait transformé ce moment solennel en une arène, et j'y étais le gladiateur vaincu, laissé pour mort sous les regards indifférents ou amusés. Les administrateurs de l'entreprise, assis en face de nous, s'agitaient légèrement. Ils avaient assisté à une scène théâtrale, mais pour moi, était la cristallisation de 20 années de mépris silencieux. J'ai regardé Maître Leroux, espérant trouver un allié, mais il se contentait de laisser le silence s'installer, attendant que l'onde de choc émotionnel se dissipe pour reprendre son rôle. Mais cette onde ne se dissipait pas. Elle écrasait, m'enfonçant dans le sol. Patricia avait réussi à me dépeindre comme une ingrate, une simple nuisance dans la grandeur de l'héritage de Georges. Et le pire, c'est que dans l'esprit de ces étrangers, elle avait raison. Elle était la fille dévouée, l'héritière naturelle, et moi, était l'ombre qu'on tolère par charité, la mauvaise graine. Mon cœur battait la chamade, le sang pulsait dans mes tempes. J'ai senti mes mains devenir moites, mes jointures blanchir tandis que je serrais le cuir de la chaise. La douleur, était plus sourde. Elle était aiguë, brûlante, comme une blessure rouverte, exposée à l'air froid de l'indifférence publique. Je n'avais plus d'endroit où me cacher, plus de carapace pour me protéger. Patricia m'a humiliée, elle a brisé la dernière parcelle de dignité qu'il me restait en cet instant. Elle voulait que je parte la queue entre les jambes, la mendiante congédiée. Mais je n'allais pas lui offrir cette satisfaction. Pas aujourd'hui. Non, pas après tout ce que j'avais traversé. CAPITRE 16. La jubilation de Patricia. Patricia m'observait avec un sourire que je n'avais vu à de rares occasions. Un sourire de pure et simple jouissance, le triomphe de l'oppresseur qui voit enfin son jouet brisé. Elle s'est légèrement penchée en avant, son élégant tailleur gris impeccable, contrastant avec ma propre tenue, plus sobre, presque invisible. Était une mise en scène qu'elle avait préparée et répétée dans sa tête depuis des années. Son regard disait « Regarde-toi, tu es là, minuscule, et je t'ai retiré la dernière chose que tu pensais mériter. Tu n'es rien, et tu le savais. » Elle n'avait même plus besoin de parler. Ses yeux seuls crachaient un venin si familier qu'il m'a ramené à l'enfance, aux premières fois où elle avait réussi à me faire renvoyer la faute de ses bêtises, aux fois où elle avait saboté mes projets sous le couvert de l'aide. Cette femme était une prédatrice, et moi, pendant trop longtemps j'avais été sa proie consentante, espérant secrètement qu'un jour son cœur s'adoucirait, que le lien du sang parlerait plus fort que sa jalousie maladive. Mais cela n'arrivait jamais. Je devais reconnaître une vérité douloureuse. Patricia ne m'aimait pas. Elle me détestait. Et ce mépris, elle venait de le projeter en plein jour devant un public choisi. Elle a fait semblant de soupirer, un geste de fausse pitié destiné à rendre le spectacle encore plus cruel. Vraiment dommage, a-t-elle murmuré, assez fort pour que les personnes proches l'entendent, qu'elle n'ait jamais saisi la valeur du travail acharné de papa. Ce commentaire était la goutte de trop. Elle ne parlait pas de moi. Elle profanait la mémoire de mon père en justifiant sa cruauté par une fausse moralité. Était une insulte à mes propres efforts silencieux dans l'ombre de l'entreprise familiale. CAPITRE 17, le poison du ressentiment. Le notaire, Maître Leroux, a toussé poliment, essayant de ramener la réunion à un semblant de formalité.
Très bien, si ces points sont clairs, nous allons passer à la signature des procès-verbaux de lecture. Sa voix était sèche, professionnelle, indifférente au drame humain qui se jouait. Mais pour moi, tout était loin être clair. Ce que Patricia venait de faire, était pas seulement une manœuvre financière. Était la conclusion d'une décennie d'abus psychologiques. J'ai revu défiler les années où elle me dénigrait subtilement devant Georges, instillant le doute dans l'esprit de notre père sur ma compétence et ma loyauté. Chaque mot cruel, chaque omission stratégique, chaque fausse flatterie avait servi à construire ce mur d'isolement autour de moi. Elle m'a toujours fait croire que j'ai CAPITRE16. La contre-attaque. Je ne clignais même pas des yeux. La douleur était si vieille, si profondément ancrée, que l'humiliation de Patricia ne faisait qu'ajouter une couche de vernis écœurante sur une blessure déjà purulente. Elle avait achevé son discours avec un sourire triomphant, s'attendant à ce que je m'effondre, ou du moins à ce que je quitte la pièce en larmes, comme à mon habitude. Elle avait passé sa vie à m'entraîner à accepter le rôle de la perdante silencieuse. Mais aujourd'hui, la leçon était terminée. J'avais mon diplôme de victime. Et maintenant, il était temps de le jeter au feu. Maître Leroux, mal à l'aise, toussait discrètement. Les yeux de mon cousin David étaient fixés sur moi, pleins d'une pitié mêlée de mépris. C'est à cet instant précis que j'ai pris ma décision finale. Ce N était plus une question d'héritage, mais de survie morale. J'ai redressé mon dos, et j'ai adressé à Patricia le premier vrai sourire que je lui avais donné en 20 ans. Un sourire froid, tranchant, dénué de toute émotion. Patricia, ai-je commencé, ma voix étonnamment claire et calme, résonnant dans le grand salon. Tu as raison sur un point. La justice est essentielle. Et avant que Maître Leroux ne clôture cette lecture, je crois qu'il y a une dernière chose qui doit être entendue. Le triomphe de Patricia vacilla. Elle fronça les sourcils, mais elle était trop intoxiquée par sa propre méchanceté pour comprendre le danger imminent. De quoi parles-tu encore? Tu cherches à faire pitié? Lis, cracha-t-elle, haussant la voix. J'ai ignoré sa provocation. J'ai lentement sorti de la poche intérieure de mon manteau mon téléphone portable. Était un geste anodin, mais l'atmosphère épaissit. J'ai posé l'appareil sur la table laquée, juste à côté des documents notariés, et j'ai tapé quelques instants sur écran. Je sentais mon cœur battre contre mes côtes, un tambour prêt à exploser, mais à l'extérieur, était une statue de marbre. Patricia devenait livide. Elle avait vu cet appareil avant, quelques semaines plus tôt, lorsqu'elle m'avait contacté pour finaliser son chantage immonde. Ses yeux, d'abord méprisants, se remplirent d'une panique froide et totale. Elle essaya de se lever. « Non! Ce n'est pas permis !» siffla-t-elle, mais il était trop tard. J'ai glissé mon doigt sur l'icône de lecture. La justice n'attendrait pas un jour de plus. CAPITRE 17, la vérité révélée. Le son était faible au début, une sorte de bruit blanc, le frottement de tissu contre le micro de mon téléphone, capturant l'environnement bruyant d'un café où Patricia m'avait donné rendez-vous. Mais rapidement, une voix, forte, distincte, la sienne, s'est élevée. Alors c'est clair, ma chère sœur. Papa a tout prévu pour toi si tu gères les parts de la société. Mais si tu veux que je garde en secret le petit secret de ton mari, tu dois renoncer à l'héritage. C'est ça, ou la destruction publique de ta famille. Tu n'as pas le choix. Signe le papier que j'ai préparé, dis à papa que tu préfères l'argent de tes peintures, et tu t'en tires bien. Tu n'auras droit à rien, mais tu auras ta vie. Mon cœur se serra en réentendant ces mots, mais cette fois, la douleur était éclipsée par la puissance de la révélation. Dans le salon, le silence était absolu. Un vide oppressant que seule la voix enregistrée de Patricia remplissait. Mon agresseur, la femme qui venait de m'humilier en prétendant que mon père m'avait écarté par manque de talent, était en train de s'exposer elle-même comme une manipulatrice ignoble. Les administrateurs de l'entreprise, assis en rang d'oignons, se penchaient en avant, essayant de ne rien manquer. Maître Leroux avait cessé de respirer, ses yeux naviguant entre le téléphone sur la table et le visage en train de se décomposer de Patricia. « Éteins ça immédiatement !» hurla Patricia. Elle élança vers la table, ses mains tendues pour saisir mon téléphone, mais je était plus rapide. J'ai récupéré l'appareil juste avant qu'elle ne l'atteigne. J'ai reculé d'un pas, la maintenant à distance. Je ne lui avais pas laissé une seule chance d'interrompre la preuve de sa malveillance. J'ai relevé le volume juste à temps pour la partie la plus critique, celle qui détruisait son alibi. La voix de Patricia revint, cynique. Le vieil homme ne se doutera de rien. Il croit vraiment que c'est toi qui as refusé. Il va simplement ajouter une clause spéciale dans les fonds de placement, mais légalement tu n'auras droit à rien d'officiel. Le silence était pas un vide, il était un mur palpable, dense, construit de honte et d'incrédulité, qui résonnait encore de l'île, écho métallique de ma voix révélant la trahison. Patricia, habituellement si maîtresse d'elle-même, si assurée dans son costume d'héritière légitime et irréprochable, était effondrée sur sa chaise.
Ses yeux, d'un bleu vif et cruel, étaient fixés sur le petit dictaphone, comme s'il était un serpent venimeux lové dans ma paume. Sa mâchoire battait la mesure d'une rage sourde, un tremblement incontrôlable qui déformait son visage, faisant voler en éclats le masque de respectabilité qu'elle avait porté pendant des décennies. Autour de la grande table à cajou, les notaires, Maître Dubois et son assistant, échangeaient des regards graves. Ils étaient les témoins involontaires de la chute d'une idole, d'une vérité si laide qu'elle souillait l'encre même du testament. Ma tante Hélène, la cousine qui avait toujours voué une admiration béate à Patricia, avait porté les mains à sa bouche, ses perles cliquetant bruyamment dans le calme retrouvé. La stupéfaction générale était ma victoire, mais elle ne m'apportait aucune joie triomphante, seulement un soulagement froid, une paix glaciale que l'adrénaline maintenait à distance. Maître Dubois, homme de loi pragmatique et habitué aux drames familiaux, fut le premier à briser le mur de silence. Il se racla la gorge, ajusta ses lunettes et s'adressa à la salle d'une voix qui se voulait neutre, mais portait le poids de l'autorité légale. « Madame, dit-il s'adressant à moi, cet enregistrement, compte tenu de son contenu explicite et des menaces proférées, remet fondamentalement en question les conditions de l'héritage tel qu'a énoncé dans le codicille de Monsieur Georges. Si Madame Patricia a obtenu l'exclusion de sa sœur par chantage, elle a enfreint la clause de bonne conduite et d'intégrité morale spécifiquement incluse par le défunt. » Patricia se leva brusquement, renversant sa chaise qui percuta le sol avec un bruit sourd. « Ce sont des mensonges! Un montage! Elle a toujours été jalouse, maître. Elle veut détruire ma réputation !» Sa voix était rauque, déchirée, loin de sa mélodie habituelle de dame du monde. Elle s'avança vers moi, les mains tendues comme des griffes. Instinctivement, je me reculai légèrement, mais je ne lâchai pas le regard, ne m'y dérobais pas. Le temps où ces menaces m'auraient fait plier était révolu. « Vos mots sont gravés, Patricia, » dis-je calmement. « Ils sont la preuve que votre prétendue supériorité haine était qu'une construction fondée sur l'intimidation et la manipulation. » Maître Dubois intervint immédiatement, se positionnant entre nous avec une dignité forcée. « Madame Patricia, je vous prie de vous calmer. Les implications légales de cette révélation sont sérieuses. Le codicille stipule que l'héritier doit avoir agi de manière honnête et intègre vis-à-vis de la succession et des membres de la famille. Dans l'état actuel des choses, il est clair que c'est vous qui vous êtes rendu coupable d'un abus de confiance majeur, visant à déshériter votre sœur. La succession vous est retirée avec effet immédiat. » Ce fut la phrase de trop. Patricia poussa un hurlement court et strident, non pas de douleur, mais de fureur et de défaite. Elle se jeta sur la table, balayant d'un revers de main une pile de documents officiels qui éparpillèrent sur le sol lustré. Son assistante, pâle et tremblante, se précipita vers elle, tentant maladroitement de la retenir. Tante Hélène et les autres parents restèrent figés, observateurs silencieux du naufrage. L'humiliation publique était totale. Je les observais. Ces gens qui avaient accepté Patricia comme la figure tutélaire de la famille, qui avaient ignoré mes appels à l'aide ou avaient simplement cru ces mensonges. Leur silence passé résonnait désormais dans leur silence présent, teinté de culpabilité. Je n'avais pas seulement fait justice pour moi-même, j'avais brisé leur complaisance. Maître Dubois ordonna fermement que Patricia quitte la résidence immédiatement, sous peine d'intervention des forces de l'ordre. Elle partit finalement, traînée presque de force par son assistante, s'accrochant au cadre de porte, lançant des malédictions et des promesses de vengeance glaciale. Ces derniers mots, un crachat haineux dirigé vers moi, furent « Tu vas le regretter !» Je n'ai pas dit mon dernier mot. Une fois la porte claquée, la tension retomba, laissant un vide immense, lourd de la responsabilité qui m'eût... Le départ fracassant de Patricia laissa derrière lui une atmosphère étrange, un mélange d'air vicié et d'oxygène neuf. Les quelques membres de la famille encore présents ne savaient plus comment se comporter. Ceux qui m'avaient à peine accordé un regard ces dernières années, ces mêmes cousins et tantes qui avaient toujours loué l'éclat social de Patricia, me fixaient maintenant avec une déférence nouvelle, presque pathétique. Tante Hélène, les larmes aux yeux des larmes de pure consternation face à l'incongruité de la situation, plus que de compassion pour moi, s'approcha timidement. « Je n'arrive pas à y croire », balbutia-t-elle, son collier de perles vibrant à chaque tremblement de sa voix. « Patricia, une telle chose. C'est impensable. » Je la regardais sans émotion. Sa surprise, était que le reflet de sa propre ignorance volontaire. Elle avait préféré le confort de la narration de Patricia, la sœur brillante, à la vérité de la sœur invisible. Croyez-le, tante Hélène, c'est le prix que l'on paie lorsque l'on choisit de croire la version la plus flatteuse, même si elle repose sur le mépris des autres, répondis-je, ma voix étonnamment ferme. Elle recula, offensée par ma lucidité. Maître Dubois et son assistant, quant à eux, Lassa, étaient immédiatement mis au travail. La révocation de Patricia nécessitant une action rapide pour éviter toute tentative de sabotage financier ou légal de sa part. Nous nous sommes retirés dans le bureau de Georges, un lieu que je n'avais jamais été autorisé à fréquenter du vivant de mon père, et encore moins sous la tutelle non officielle de Patricia. Le bureau sentait le cuir vieilli, le tabac léger, et l'encre ancienne, un parfum de mon père que j'avais failli oublier. Nous avons passé les heures suivantes à décortiquer les documents, à sécuriser les comptes bancaires de la succession, et à mettre en place des mesures d'urgence pour le contrôle de la société familiale.
une holding immobilière de grande valeur que Patricia avait gérée avec un soin méticuleux, mais aussi, je le soupçonnais, avec une ambition personnelle démesurée. Maître Dubois m'informa que Patricia ne pouvait plus légalement accéder aux fonds, ni prendre de décisions exécutives. La transition serait soudaine et brutale pour elle. Votre père, madame, commenta Dubois en examinant une liasse de titres, était un homme prévoyant. Il avait rédigé le codicille de telle manière que l'intégrité morale soit une condition sine qua non pour l'héritage. Il semble qu'il ait toujours soupçonné le pire chez votre sœur, ou du moins voulu se protéger de son arrogance. Cette pensée me frappa de plein fouet. Mon père avait-il su à quel point je souffrais? Avait-il, dans son silence, tenté de poser les bases d'une justice posthume? J'avais toujours cru qu'il m'aimait, mais qu'il était trop faible, ou trop aveugle, pour s'opposer à la force tyrannique de Patricia. La découverte de cette clause, ce filet de sécurité légale, me donna un aperçu nouveau de l'amour de George. Un amour imparfait, peut-être l'âge de son vivant, mais finalement protecteur au-delà de sa mort. Lorsque Maître Dubois me laissa seul dans la grande maison, le crépuscule avait déjà enveloppé les jardins majestueux. Je me retrouvais seul dans la bibliothèque, le seul endroit où je m'étais souvent réfugié enfant. La maison semblait respirer différemment. Les murs n'emprisonnaient plus mes larmes. Ils retenaient désormais le souvenir de la chute de Patricia. Je montais les escaliers jusqu'à la chambre de mon père, une pièce immense et solennelle, que j'ouvris pour la première fois seule. Je m'assis sur le bord du lit, la tête dans les mains, et le poids de l'héritage me submergea. Ce N était pas seulement la richesse et le pouvoir. Si, était la tâche de reconstruire, de panser les blessures, et de gérer une vie que je n'avais jamais été autorisée à mener. Je N était plus l'ombre, G était la lumière, et le changement de densité était vertigineux. La peur persistait, mais elle était désormais mêlée à une détermination inébranlable. Je devais être à la hauteur de cette justice que j'avais moi-même arrachée. Les jours qui suivirent furent une ruée administrative et émotionnelle. J'engageai une équipe pour faire l'inventaire complet de la propriété et des biens personnels, notamment dans les espaces que Patricia avait jalousement gardés sous clé, les transformant en sanctuaires de son propre pouvoir. Le bureau de George était le point central de ma quête, non pour les titres et les actions, mais pour les bribes de vérité sur mon père et, peut-être, sur Patricia elle-même. C'est dans un tiroir secret, derrière une étagère de livres de droit usés, que je fis ma découverte la plus poignante. Ce IN était pas un testament caché ni un compte offshore, mais un petit carnet de cuir usé, le journal de bord de George datant des 5 dernières années de sa vie. Au début, les entrées étaient banales, des notes sur les réunions du conseil et les performances boursières. Puis, le ton changea. Le 14 septembre, 3 ans avant sa mort, il y avait une entrée écrite d'une main tremblante. J'ai eu une discussion terrible avec Patricia ce soir. Elle est implacable. Elle m'a menacé de révéler de vieilles fautes professionnelles si je ne revois pas ma clause de répartition équitable. Elle prétend que mon nom est incapable de gérer la fortune, qu'elle la dilapiderait. La vérité c'est qu'elle la veut pour elle seule. Je suis faible, terriblement lâche. Je ne peux pas affronter le scandale qu'elle provoquerait. Je l'ai laissé faire, j'ai cédé. À l'audacité. J'ai blessé mon enfant. Que Dieu me pardonne, et qu'est mon nom trouve la force un jour de réparer mon erreur. Je relus ces lignes jusqu'à ce que l'encre s'efface dans mes larmes. Mon père n'avait pas été aveugle. Il avait été victime du chantage de Patricia, tout comme moi, mais à un niveau qui le paralysait. La nature exacte de ces vieilles fautes professionnelles importait peu. Ce qui comptait, était la confirmation que Patricia avait manipulé non seulement moi, mais aussi notre père, le forçant à me déshériter pour sauver sa propre réputation, ou, pire, l'honneur de la famille. Cette découverte était une épée à double tranchant. Elle blanchissait mon père de l'accusation d'indifférence, mais elle soulignait l'étendue glaciale de la cruauté de Patricia. George n'avait pas réussi à me protéger de son vivant, mais il avait créé cette clause d'intégrité morale comme son dernier acte de résistance, son murmure posthume de justice. Je décidai de ne montrer le carnet à personne, pas même à Maître Dubois, car ce N n'était pas une preuve légale supplémentaire, mais un baume pour mon âme. Mon père m'aimait. Il était effondré, mais il m'aimait. Armé de cette vérité intime, je pus affronter les obligations de l'héritage avec une nouvelle résolution. L'une des premières nécessités fut de changer le personnel de la maison. Patricia avait installé des domestiques et des cadres d'entreprise qui lui étaient farouchement loyaux, des yeux et des oreilles qui n'auraient pas hésité à me trahir. Je me débarrassai poliment mais fermement de l'équipe entière. La femme de ménage principale, Madame Fournier, qui avait toujours eu peur de Patricia, vint me voir avant de partir. « Madame, dit-elle en essuyant une larme, je suis tellement soulagée que la vérité soit sortie. Votre sœur, là. Elle était impitoyable. Elle nous terrorisait. Je suis heureuse de vous voir reprendre les rênes. Elle vous traitait comme une étrangère. » Ces mots simples, venant d'une employée, valaient toutes les excuses forcées des membres de la famille. En vidant la maison des fantômes et des espions de Patricia, je vidais aussi l'air de la toxicité qu'elle y avait laissée. La poussière des illusions se dissipait enfin, révélant la structure solide de la maison, prête à être rénovée selon mes propres plans.
Moins d'une semaine après la révélation, l'inévitable arriva. Patricia tenta de reprendre la main. Elle ne pouvait pas accepter la défaite. Son avocat, un requin connu du barreau parisien, envoya une assignation, contestant la validité de l'enregistrement audio, le qualifiant de preuve illégalement obtenue et de tentative d'extorsion. Maître Dubois, anticipant cette riposte désespérée, m'avait déjà préparé. Elle va tout tenter, madame. Elle ne peut pas concevoir de vivre sans ce statut social, sans cette fortune. Je rencontrai mon avocat dans la salle de réunion du siège de l'entreprise, un lieu autrefois réservé aux décisions de Patricia. Je me tenais à la tête de la table, sentant mon costume nouvellement ajusté, une armure de tissu, me donner une confiance nouvelle. « Quel est le risque de son action, maître ?» demandai-je, ma voix exempte de la moindre trace de panique. Dubois me sourit, un sourire de satisfaction professionnelle. « Nul, madame. L'enregistrement n'est pas une conversation privée interceptée, mais une preuve de chantage et d'intimidation dans un contexte pré-successoral. De plus, j'ai le témoignage de tous les présents lors de la lecture du testament. La preuve est accablante. Cependant, il y a une décision cruciale que vous devez prendre. Voulez-vous porter plainte pour chantage et préjudice moral ? Cela signifierait un procès public long et douloureux, mais cela pourrait la ruiner légalement et financièrement au-delà de la perte de l'héritage. La perspective de traîner Patricia devant les tribunaux et de la voir définitivement anéantie était tentante. Était la justice dans sa forme la plus pure et la plus visible. Mais en même temps, étais épuisé. J'avais passé des années à me battre pour cette vérité, et je ne voulais pas gaspiller mon énergie retrouvée à me venger. Je voulais la paix, pas la guerre. Je regardais par la fenêtre, les gratte-ciels parisiens reflétant le soleil d'automne. Non, maître. Je ne veux pas la nourrir avec mon attention. Je ne veux pas d'un procès qui étale notre misère familiale sur la place publique et qui me force à revivre des années de souffrance. Je veux une rupture nette. Maître Dubois hocha la tête, comprenant mon besoin de distance. Alors, voici notre ultimatum. Nous lui enverrons une mise en demeure très claire. Si elle abandonne toute contestation de la succession et signe un accord de non-divulgation et de non-agression, nous renoncerons à toute poursuite pénale et à toute demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Nous la laissons partir, mais elle ne doit plus jamais interférer avec ma vie ou mes biens. Ce fut ma décision la plus stratégique et la plus libératrice. Lâcher la haine et la vengeance était ma façon de gagner la guerre. Non pas par l'annihilation de l'ennemi, mais par ma propre résilience et mon détachement. L'ultimatum fut envoyé. Quelques jours plus tard, Patricia, visiblement effondrée et sans ressources pour une bataille légale prolongée face à une preuve aussi irréfutable, signa l'accord. Elle renonça à tout, s'engageant au silence éternel. Pour la première fois de ma vie, j'avais le pouvoir de vie ou de mort sociale sur ma sœur, et j'avais choisi de la laisser exister, mais dans un exil définitif et sans gloire. La grande résidence familiale de George, sise dans le quartier chic, était désormais entièrement mienne. Mais elle portait le poids de Patricia. Chaque pièce, chaque meuble, chaque choix décoratif criait son goût opulent et sa domination. Il était impossible d'y vivre, sans sentir son fantôme planer, sans se souvenir des dîners silencieux, où elle me regardait de haut. Ma première grande décision fut donc de dépersonnaliser l'espace, de l'arracher à son histoire toxique. Je vendis une grande partie du mobilier. Les lourds canapés en velours vert qu'elle adorait, les tableaux représentant des scènes de chasse qu'elle avait choisies, et surtout, la gigantesque table de la salle à manger où elle m'avait si souvent humilié. L'argent récolté était dérisoire par rapport à la fortune, mais l'acte était cathartique. Je fis repeindre les murs, passant du sombre et du doré à des teintes claires et aériennes. Je fis aménager une nouvelle aile de la maison, transformant l'ancienne salle de billard de George, que Patricia utilisait comme stockage pour ses trophées, en un véritable atelier de création, un espace où je pourrais enfin renouer avec ma passion refoulée pour l'illustration et la céramique, des activités que Patricia avait toujours dénigrées comme « passe-temps de femme au foyer ennuyé ». En faisant cela, je n'achetais pas seulement des meubles différents, je créais une nouvelle architecture émotionnelle. J'invitais la lumière là où il y avait eu l'ombre. Un après-midi, tandis que les déménageurs emportaient un miroir vénitien surdimensionné que Patricia avait fait installer dans le grand hall, un homme d'une 50aine d'années, élégant mais nerveux, se présenta à la porte. C'est trop, était Marc Lemaire, un ancien associé de Georges et un ami proche de Patricia. Je m'attendais à de la condescendance, mais son regard était sincère. Je sais que vous ne me connaissez pas bien, mais je devais venir, dit Marc, s'essuyant le front. J'ai lu les rumeurs, mais je crois la vérité. J'ai vu ce que Patricia a fait à cette entreprise. Comment elle a écarté quiconque n'était pas un oui-oui. J était censé être son allié, mais j'ai vu la froideur avec laquelle elle vous traitait. Je regrette de n'avoir rien dit à Lille, époque. Il s'arrêta, visiblement mal à l'aise. Je suis à votre disposition, madame. J'ai toujours géré les acquisitions d'art de votre père. Je sais que vous avez un œil pour l'authentique. Si vous décidez de vous impliquer dans l'entreprise ou d'investir ailleurs, je suis là. Marc n'était pas là pour l'argent. Il était là pour se racheter. Ou peut-être simplement parce qu'il ne supportait plus le poids de la duplicité de Patricia. Cette main tendue, venant de l'ancien cercle de Patricia, fut ma première reconnaissance sociale externe.
Cela signifiait que ma vérité dépassait les murs de la maison. Elle était acceptée dans le monde professionnel. J'acceptais l'offre de Mark, non comme un nouvel associé mais comme un premier pas vers la réintégration dans un monde que Patricia m'avait interdit. Celui de la confiance et du respect mutuel. La maison N était plus un mausolée, elle était un chantier, une promesse. L'héritage de George était vaste et complexe. La holding familiale gérait des actifs immobiliers considérables, mais l'entreprise, bien que rentable, était engoncée dans des structures archaïques que Patricia avait maintenues par crainte du changement. Mon premier objectif ne fut pas d'augmenter la fortune, mais de la rendre significative, de la détacher de l'amertume et de l'avidité de Patricia. Je savais que je ne serais jamais une femme d'affaires dans le sens agressif du terme, mais j'avais un sens aigu de la justice et une vision plus humaniste que ma sœur. Avec l'aide de Mark Lemaire, qui devint mon conseiller stratégique, je mis en place une restructuration majeure. Nous vendîmes les propriétés les plus ostentatoires et sans âme que Patricia avait acquises pour le seul prestige. Cet argent fut réinvesti dans un projet qui me tenait à cœur. La création d'une fondation dédiée à l'aide aux jeunes artistes et artisans qui, comme moi, avaient vu leur passion dénigrée ou étouffée. Je baptisai la fondation l'Atelier Libre. Cet acte fut ma véritable réappropriation de la fortune. Ce N était plus l'argent de George, ni l'argent que Patricia avait convoité. Cré était l'outil de ma propre création de sens. Mark était stupéfait de ma rapidité à prendre des décisions et à définir une nouvelle orientation. Vous êtes bien plus que l'ombre que Patricia décrivait, madame. Vous êtes une visionnaire mais avec une conscience. Je commençais à m'impliquer directement dans l'entreprise, non pas comme PDG, je n'en avais ni l'envie ni les compétences, mais comme présidente du conseil d'administration. Je me concentrais sur la gouvernance éthique et la responsabilité sociale. Je changeais les politiques internes, introduisant des congés parentaux équitables et des programmes de mentorat. J'ai créé un environnement où la peur, l'outil de gestion préféré de Patricia, n'avait plus sa place. L'entreprise, sous ma direction indirecte, commença à s'épanouir, non pas en dépit de mon changement d'orientation, mais grâce à lui. Mon existence passée, celle de l'invalide sociale dépeinte par ma sœur, était une façade. Je n'avais pas été incapable, j'avais été empêchée d'agir. Un soir, alors que je travaillais tard dans mon nouvel atelier, le téléphone sonna. Était un numéro inconnu. J'hésitais, puis décrochai. Allô ? Il y eut un long silence. Puis une voix masculine familière, mais que je n'avais pas entendue depuis près de 20 ans. Clara ? C'est Étienne. J'ai vu les nouvelles. Oh. Celles concernant Patricia. Est-ce que c'est vraiment toi qui as repris l'héritage, Étienne Dubois, mon amour de jeunesse? Le jeune homme que Patricia avait délibérément éloigné de moi, il y a 2 décennies, en lui racontant des mensonges sordides sur ma santé mentale et ma prétendue instabilité. Mon cœur fit un bond. La reconstruction de ma vie ne concernait pas seulement l'argent et la carrière. Elle concernait la réparation des liens brisés. La conversation avec Étienne fut d'abord maladroite, pleine de silence pesant et de questions évasives sur le passé. Il vivait à Lille, étranger depuis des années, ayant construit une carrière réussie en architecture paysagère. Il m'expliqua qu'il n'avait jamais vraiment cru les histoires de Patricia à mon sujet, mais qu'elle avait réussi à semer suffisamment de doutes et de distance pour briser notre relation naissante. Il avait lu le scandale dans la presse financière et, poussé par la curiosité et une vieille loyauté, il m'avait retrouvé. Clara, me dit-il finalement, sa voix devenant plus douce. Je suis désolé de ne pas t'avoir soutenu à l'époque, j'ai été lâche. Mais j'aimerais te revoir, juste pour comprendre, et peut-être, pour présenter mes excuses en personne. J'acceptais. Le fantôme d'Étienne était un souvenir doux amer. Il représentait la vie que Patricia m'avait volée, les espoirs d'une jeunesse heureuse. Nous nous rencontrâmes dans un café discret, loin de la maison et des bureaux. Quand je le vis, le temps sembla s'effacer. Il avait des tempes grisonnantes, mais son regard restait aussi chaleureux et franc que je me le rappelais. Il me raconta sa vie, ses succès, ses erreurs. Je lui racontais mon enfer silencieux et la libération brutale. Il écouta attentivement, sans jugement. « Ce que tu as fait est incroyable, » dit-il, prenant ma main au-dessus de la table. Ce contact simple me fit rougir, une sensation que je n'avais plus ressentie depuis l'adolescence. Tu t'es battu contre l'ombre la plus puissante de ta vie et tu as gagné, non pas par la force, mais par la vérité. Sa reconnaissance sincère était un antidote puissant aux années de dévalorisation. Nous passâmes l'après-midi à parler, et je réalisais que ce N était pas seulement le passé qui nous unissait, mais la possibilité d'un futur. Étienne N était pas un homme qui craignait ma nouvelle richesse, et il ne me voyait pas non plus comme la victime d'hier. Il me voyait comme la femme résiliente que j'étais devenue. La relation avec Étienne se développa lentement et précieusement. Il m'invita à partager sa passion pour les jardins et la nature, m'aidant à transformer les pelouses formelles et rigides de la maison familiale en un espace plus organique et accueillant. Il respectait mon besoin d'indépendance tout en offrant un soutien affectif solide. Avec lui, j'appris à abaisser les murs que Patricia avait érigés autour de mon cœur. Je commençais à réaliser que l'abus psychologique que j'avais subi pendant si longtemps
avait laissé des cicatrices profondes dans ma capacité à faire confiance et à accepter l'amour. Patricia m'avait conditionné à croire que J était indigne. Étienne, par sa patience et sa tendresse, déconstruisait méthodiquement cette fausse croyance. Il était la preuve vivante que la vie volée pouvait être récupérée, même des années plus tard. Le silence de la lecture du testament avait non seulement ouvert les portes de la fortune, mais aussi celles de mon cœur, que je croyais à jamais verrouillées. Malgré la réussite professionnelle, la restauration de l'honneur et la nouvelle relation avec Étienne, les nuits étaient parfois difficiles. Les flashbacks, les vagues d'anxiété et le syndrome de l'imposteur persistaient. Le corps se souvenait de la terreur, même si l'esprit était libéré. Je pris la décision de commencer une thérapie. Mon thérapeute, Dr. Leclerc, m'aida à naviguer dans le labyrinthe de la maltraitance émotionnelle prolongée. Il m'aida à nommer ce que Patricia avait fait. Non pas de la simple jalousie, mais un abus narcissique visant à m'annihiler pour mieux briller. Vous avez été une victime de manipulation psychologique, madame, me dit-il lors d'une séance. Votre force n'est pas d'avoir survécu, mais d'avoir dénoncé cette vérité, et d'avoir choisi de vous reconstruire sans vengeance. Vous avez rendu votre justice, mais vous devez maintenant réparer le vous intérieur que Patricia a tenté de briser. Ce travail fut essentiel. J'appris à distinguer ma voix intérieure de la voix critique de Patricia, qui résonnait encore dans mes moments de doute. J'ai appris à accepter la richesse non comme un fardeau ou une malédiction, mais comme une opportunité. C'est lors d'une exposition de ma fondation, l'Atelier Libre, que je reçus une confirmation inattendue de ma victoire. Un journaliste, couvrant l'événement de charité, me posa une question délicate. Madame, maintenant que vous avez repris les rênes de la succession, avez-vous des nouvelles de votre sœur Patricia? Je le regardais calmement, sans hostilité. Je n'en ai aucune, et je n'en souhaite pas. Ma vie et celle de ma sœur sont deux trajectoires qui ne se croiseront plus jamais. Le passé est derrière moi. Je me concentre sur l'avenir, sur la création, et sur l'impact positif que je peux avoir avec les ressources que mon père m'a finalement transmises. Quelques semaines plus tard, Marc Lemaire m'informa que Patricia avait été aperçue dans le sud, dans un petit appartement, vivant une existence modeste, loin des cercles sociaux qu'elle dominait. Son absence de fonds et la honte publique l'avaient forcée à disparaître. Elle tentait de monter une petite affaire de conseil sans grand succès. Ce N était pas une vengeance spectaculaire, mais C était un équilibre cosmique. Elle avait perdu son socle de pouvoir et, sans l'argent et le statut, elle N était plus rien. Pour moi, cette nouvelle fut moins une satisfaction qu'une simple confirmation. La justice avait prévalu, non pas parce que j'avais cherché sa chute, mais parce que ses propres actions avaient provoqué son effondrement. Les cicatrices resteraient, un témoignage de mon endurance, mais la lumière, enfin, les baignait d'une douce clarté. 2 ans étaient écoulés depuis la lecture du testament. La transformation était totale. La maison avait retrouvé son âme, remplie de l'éclat des œuvres d'art que j'avais collectionnées pour la fondation et de la chaleur d'Étienne, qui avait emménagé avec moi. Ma vie professionnelle était épanouissante. La fondation L'Atelier Libre avait déjà permis à des dizaines de jeunes talents d'y éclore. J'y étais enfin Clara, définie par mes propres choix et mes propres valeurs, et non par la haine de ma sœur. Le 14 septembre, l'anniversaire de l'entrée dans le carnet de mon père révélant son chantage, je me tenais dans l'ancien bureau de Georges. J'avais conservé le carnet mais je l'avais déplacé du tiroir secret à une petite boîte en bois ornementée sur ma table de chevet. C était un rappel de la complexité de l'amour et de la faiblesse humaine, pas un fardeau. Étienne entra, m'apportant une tasse de thé fumante. Il avait toujours cette capacité à sentir quand j'avais besoin d'un moment de calme. « À quoi penses-tu » me demanda-t-il, posant sa main sur mon épaule. « À mon père » dis-je, souriant légèrement. « Je pense qu'il aurait été fier. Pas de la richesse, mais de ce que j'en ai fait, de la façon dont j'ai réussi à déterrer la vérité sans devenir amer. » Étienne s'assit à côté de moi, me serrant contre lui. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Clara. Tu as pris une tragédie et tu l'as transformée en tremplin. » Notre relation avait évolué vers une stabilité douce et profonde. Nous parlions de mariage, non pas par obligation sociale, mais par un désir partagé de construire un avenir durable, d'ancrer notre résilience dans une fondation solide. J'avais appris que le véritable héritage N n'était pas la somme d'argent, mais la liberté d'utiliser cette somme pour façonner la personne que je voulais être. Ce soir-là, nous organisions un petit dîner pour célébrer l'anniversaire de notre rencontre. Tandis que je m'apprêtais, vêtue d'une robe que j'avais choisie avec confiance et non par obligation, je me regardais dans le miroir. La femme qui me regardait était différente de l'ombre tremblante d'il y a 2 ans. Ses yeux brillaient, son maintien était assuré. J'avais perdu la peur. J'avais gagné ma vie. Je n'avais plus à prouver ma valeur, ni à Patricia, ni à Georges, ni à personne d'autre. La révélation qui avait plongé cette salle dans le silence avait été ma déclaration d'indépendance, le premier jour du reste de ma vie. Je pris une grande inspiration, puis je rejoignis Étienne. L'horizon N était plus une ligne floue et incertaine. Il était ouvert, lumineux, et m'appartenait entièrement. Bien que j'eusse coupé tout contact et que Patricia ait disparu des radars, l'écho de notre conflit persistait parfois,
surtout dans les interactions avec les membres de la famille éloignés. Ils étaient divisés. Certains me soutenaient ouvertement, d'autres, fidèles à leur ancienne idole ou simplement mal à l'aise avec la vérité, me regardaient avec une distance polie. Était un dernier mur psychologique à abattre. Le besoin de l'approbation familiale. Je réalisais que je n'avais plus besoin de leur validation pour me sentir légitime. Ma légitimité était dans mes actions, la prospérité de l'entreprise, le succès de la fondation, et ma propre paix intérieure. Un jour, tante Hélène, qui avait essayé de renouer le contact à plusieurs reprises avec des lettres gênées, m'invita à un déjeuner familial pour Noël. Elle espérait, je le savais, une réconciliation ou du moins un retour à une normalité de façade. Je réfléchis longuement à cette invitation. Patricia ne serait pas là, mais l'atmosphère serait inévitablement lourde de l'histoire. Étienne me conseilla avec sagesse, « Tu n'as plus rien à leur prouver, Clara. Vas-y si tu en as envie, pas par obligation. Choisis ton propre rôle, ne laisse personne t'assigner celui de l'enfant maudit ou de l'héritière repentie. » J'acceptais. Mon arrivée fut l'objet d'un silence tendu. Les regards glissaient vers moi, attendant peut-être la rancœur ou l'arrogance. Au lieu de cela, je fus calme et cordial. Je parlais de mes projets, de la fondation, de mon travail avec les jeunes artisans. Je n'évitais pas la conversation, mais je la centrais sur le présent et l'avenir, refusant de laisser le passé dicter le ton. Quand l'un des cousins, maladroit, mentionna Patricia, je répondis simplement. Je souhaite le meilleur à ma sœur, mais nos chemins sont définitivement séparés. Je suis reconnaissante pour les leçons que cette épreuve m'a apportées, mais je regarde désormais vers l'avant. Ce fut un moment décisif. En refusant de me laisser entraîner dans le drame ou la victimisation, je leur montrai que j'avais transcendé la querelle. Je étais plus la sœur humiliée. Je étais la femme qui avait réussi à reconstruire, à partir des cendres. Le déjeuner se termina sur une note plus légère. Les murs de la désapprobation et de l'ignorance étaient érodés. Je sortis de cette réunion non pas en tant que membre de cette famille toxique, mais en tant qu'allié choisi par ceux qui valorisaient l'honnêteté et la force. Je pouvais maintenant choisir mes liens, au lieu d'être défini par ceux qui m'y étaient imposés. Le dernier fantôme de Patricia était évanoui. Son pouvoir de me définir aux yeux des autres était brisé. L'une des plus grandes transformations eut lieu dans le domaine entourant la maison. Avec l'aide d'Étienne, nous avons entrepris de redessiner le jardin, un espace autrefois symbolique de la rigidité et du contrôle de Patricia, avec ses allées rectilignes et ses parterres impeccables, mais sans vie. Étienne, dans son art, recherchait l'harmonie naturelle, l'intégration des éléments sauvages et la beauté de l'imperfection. Ensemble, nous avons créé un jardin qui était le miroir de ma guérison. Nous avons planté des arbres fruitiers pour remplacer les ifs taillés avec austérité. Nous avons installé une serre pour mes céramiques et avons transformé l'ancienne roseraie, excessivement entretenue en un jardin d'herbes médicinales et aromatiques. Ce jardin était pas seulement beau, il était thérapeutique. Travailler la terre, sentir les parfums, voir la croissance lente et constante des plantes, était un rappel quotidien que la vie reprenait toujours ses droits, même après l'hiver le plus rigoureux. Un jour, en creusant près d'un vieux chêne, je trouvai une petite boîte métallique rouillée. Elle contenait une vieille médaille de mon père, une récompense pour bravoure durant son service militaire, qu'il avait toujours cachée. À côté, un petit mot manuscrit datant de mon enfance, pour ma petite Clara, pour le jour où elle sera assez forte pour la trouver. N'aie jamais peur de ta vérité. Mon père avait planté un trésor pour moi, un message secret d'amour et d'encouragement, un acte de foi dans ma future résilience. Il avait toujours su que je serais forte, même s'il avait été incapable de me le dire ouvertement. Cette découverte, cachée sous la terre que je cultivais désormais avec amour, était la preuve la plus profonde que son amour n'avait jamais été absent, seulement masqué par la peur et la lâcheté. Je mis la médaille et le mot dans mon bureau. Ces objets représentaient la fin de ma quête de validation paternelle. Je n'avais plus de doute sur les sentiments de Georges. Le jardin de l'âme était achevé. Je pouvais m'y promener seule, sans être tourmentée par les souvenirs. Il était devenu un refuge. Un lieu où je pouvais contempler ma nouvelle existence, riche non pas de millions, mais de sens, de connexion et d'authenticité. Ce lieu symbolisait la victoire sur l'ombre et la célébration de la lumière, un témoignage silencieux de ma renaissance. 5 ans après la révélation, j'avais atteint une stabilité inébranlable. Étienne et moi étions mariés, et notre vie commune était un havre de paix créatif et aimant. La fondation était florissante, et j'avais progressivement réduit mon implication directe dans la gestion quotidienne de la holding, la confiant à des professionnels éthiques. J'étais libre, non seulement de Patricia, mais des attentes de la fortune. Mon père avait légué une richesse matérielle, mais je sentais qu'il me restait un devoir. Transmettre la leçon de ma propre histoire. J'acceptais de donner une conférence dans le cadre d'un événement d'entrepreneuriat féminin. Je montais sur scène, non pour parler de la gestion d'actifs, mais de la gestion du trauma et de la récupération de son identité. Je ne nommais pas Patricia, mais je parlais du poison du chantage et de l'abus familial. Pendant des années, dis-je devant un public attentif, j'ai laissé la peur et la honte dicter mon existence. L'abus psychologique est invisible, mais ses conséquences sont dévastatrices. Le jour où j'ai révélé la vérité, j'ai tout risqué.
Mais la vérité n'est pas seulement libératrice pour soi, elle est nécessaire pour rompre le cycle. Mon plus grand héritage n'est pas la fortune, mais la conviction que personne n'a le droit de voler votre voix ou votre histoire. L'ovation qui suivit ne concernait pas ma richesse, mais mon courage. Après la conférence, une jeune femme, visiblement émue, s'approcha de moi. Elle me raconta qu'elle subissait un harcèlement similaire dans sa propre famille. Elle avait peur de parler. Je la pris par la main, mon regard reflétant la force que j'avais acquise. « Vous avez déjà la preuve, » lui dis-je doucement. « Elle est dans votre souffrance, dans votre connaissance. Trouvez un allié, sécurisez votre position, et parlez. Ne laissez pas leurs mensonges devenir votre réalité. » Ce jour-là, je réalisais que mon combat n'avait pas seulement servi à me sauver. Il était devenu une source d'inspiration et de validation pour d'autres. La succession de George, l'humiliation publique de Patricia, tout cela était le prix à payer pour ma capacité à transmettre ce message essentiel. La lumière de la vérité est toujours plus puissante que l'ombre du mensonge. Je Canet, était plus la victime, était la gardienne de la vérité, et ma vie, entièrement redessinée, était mon plus grand témoignage.